Alors, c'est un rapport que j'avais déjà commencé à présenter avec Théo, mais je voulais le continuer et puis vous le présenter et puis peut-être rebondir d'une manière différente avec Mickaël. Vous allez voir que ce rapport, je vais partager mon écran tout de suite. C'est un rapport de chez Binance, Binance Research, qui catégorise les différents schémas narratifs en fonction des projets et de les classer par catégorie. Parce que des fois, quand il y a des projets qui se lancent, on ne sait pas trop où est-ce que ça se situe. Et je pense que c'est important en crypto de savoir, tiens, ce projet-là, c'est un projet d'infrastructure, c'est dans tel schéma narratif, c'est un coin de cycle 1. Voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision un peu plus claire. Et vous allez voir que la cartographie en fonction des différents schémas narratifs sont quand même assez différents et il y a beaucoup d'innovations qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que je voulais rebondir un peu dessus avec Mickaël. Et j'irai assez vite sur certains points parce qu'il y en a certains que j'avais déjà vus avec Théo. Donc, par D'autres qu'on a exemple. traités effectivement à travers différents lives aussi. Hein. Ouais, Il y a exactement. certains sujets qui ont tendance à revenir. Donc là, je vais pas. Le premier sujet, c'était des projets d'infrastructure. On en avait pas mal parlé avec Théo, donc je ne vais pas revenir dessus. On avait commencé à rentrer brièvement sur les produits de finances décentralisées. Et ce rapport, pareil, vous l'avez dans la barre d'infos. Hein. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors là, vous retrouvez notamment tous les projets liés aux assurances, les projets liés à la liquidité, de trading. C'est les actifs synthétiques, la première ligne. C'est tout ce qui est synthétique. Synthétique, c'est une grosse plateforme sur Ethereum, Alchemix aussi. Les deux du dessous, j'avoue qu'elles ne me parlent pas forcément. Après, effectivement, on retrouve du lending, on trouve les produits sur les options, la partie yield farming, tout ce qui est liquid staking sur l'Ether. On voit alors ce qu'ils appellent le CDP. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Maker qui est le plus gros qui permet de faire du DAI. C'est-à-dire que vous allez prendre de la crypto, vous allez le collatériser, vous allez pouvoir obtenir en général un stablecoin en échange. On a les traditionnels DEX qu'on retrouve, les marchés prédictifs, ou comment il s'appelait ce leader là, sur les marchés prédictifs? Je vois ce que tu veux dire. C'est. Où tu peux faire des paris dessus. J'ai Ouais, perdu son nom. je l'ai plus non plus. Je vois ce Bon. que tu voulais, ce que tu dis, mais Ouais. je l'ai plus. Bah, ça reviendra. Après, ils mettent dans les produits dérivés DYDX, c'est plutôt pour faire du trading. Moi, je le vois plutôt de ce côté-là. Jupiter aussi, je vois dans les logos. Ouais, il y a Après, on les a effectivement produits dérivés. les assurances, parce que tout ce qui est gestion du risque. Après, ce qu'ils appellent le Security Analytics, c'est justement tout ce qui est analyse sécurité des smart contracts. On a Certic, qui est une boîte qui est très connue dans le secteur. Chain Analysis, sur lequel effectivement on va pouvoir récupérer des infos on-chain, parce que c'est eux qui sortent les rapports les plus complets justement sur ce qui est blanchiment d'argent et autres sur la blockchain. On a après effectivement les modes de paiement et les launchpads qui ne sont pas forcément centralisés, c'est des launchpads qui sont décentralisés. Mais ouais, pas mal de produits différents. La DeFi, c'est quelque chose de très large en termes d'écosystème. Ouais, puis il y a beaucoup de gens en fait qui pensent qu'ils font de la DeFi à partir du moment où ils sont sur Uniswap et ils utilisent MetaMask, mais vous voyez que globalement, alors c'est mieux que 99% des gens, parce que 99% des gens font clairement rien en crypto ou très peu de choses. Là, si vous connaissez un petit peu tout ça, vous n'êtes pas obligé de faire des produits dérivés et tout, mais vous voyez quand même que la finance décentralisée, c'est quelque chose de très large. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on n'a clairement pas tout vu. Il y a plein d'innovations qui vont arriver par la suite, quoi. Pendle, vous en avez déjà parlé, Convex aussi. C'est ça. En fait, c'est simple. Quand on regarde tous les produits financiers qui existent à l'heure actuelle dans la finance tradie, on est loin d'avoir couvert en fait les mêmes choses sur la partie finance décentralisée. Quoi. Ouais. Donc déjà, ne serait-ce que d'arriver à l'équilibre entre les deux, il y a une marge qui est énorme. Et après, je suis sûr qu'on peut arriver à innover dans la partie crypto. On peut apporter des choses dont on n'a pas encore conceptualisé certaines idées. Hein. Et d'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil, la plupart des applications que vous retrouvez ici, c'est des applications qui sont lancées premièrement sur Ethereum, c'est ça, qui sont lancées principalement sur Ethereum et dont l'innovation provient de ce qui s'est passé sur Ethereum, quoi. Après, il y a eu des forks comme PancakeSwap, Balancer également aussi, voilà, mais la plupart du temps, Sushi et tout, c'est ça. Mais la plupart du temps, c'est sur Ethereum, quoi. Et ils ont quand même osé mettre SunSwap dans les DEX. Je l'ai même pas vu. Tu vois, le petit Sun, bien caché, ils l'ont mis un petit logo histoire de vendre un peu de rêve. Bon, là, du coup, ça, on l'a déjà vu. Là, il réexplique en fait les différentes catégories pour ceux qui veulent voir à chaque fois les sous-catégories avec les descriptions de chaque plateforme. Venus, exactement. Voilà. Ouais. Donc là, j'avance un peu parce qu'on vous l'a déjà présenté rapidement. Au niveau des autres, je sais pas, peut-être si vous voulez t'arrêter, peut-être Mickaël, sur certains trucs. Des fois, on a des questions sur notamment sur les produits d'assurance parce que c'est pas très connu non plus.
Ouais, bah, on avait fait un tour la dernière fois dessus, mais le concept, il est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 2 parties. La première, c'est, comme vous, quand vous allez prendre une assurance santé, vous êtes le client et vous allez voir vous couvrir de certains risques. Par exemple, un des risques qu'il peut y avoir, c'est que le smart contract sur lequel vous ayez bloqué des fonds, que ça soit en lending, que ça soit en apport de liquidité autre, se fasse pirater. Et là, vous dites, je sais pas, je mets 20 ou 30 000 $ sur AV. Bah, je vais souscrire une assurance qui va me coûter un certain rendement annuel. Bien sûr, il ne faut pas que ça vienne entacher complètement votre rendement, sinon il n'y a aucun intérêt. Et si jamais la plateforme vient se faire pirater, l'assurance, sous certaines conditions, viendra vous rembourser. Sauf que pour pouvoir vous rembourser, il faut qu'il y ait un vote de la communauté qui va détenir en général des jetons de la plateforme pour dire est-ce qu'on rembourse, est-ce qu'on ne rembourse pas, est-ce que ça faisait partie des critères de l'assurance ou pas. Comme toute assurance, hein, leur objectif, c'est gagner de l'argent, c'est pas d'en dépenser plus que ce qu'ils collectent. Et de l'autre côté, au lieu d'avoir une entité centralisée comme on peut avoir aujourd'hui sur les assurances traditionnelles, ce sont des personnes qui vont apporter de la liquidité. C'est-à-dire que vous avez une personne A qui va arriver avec un groupe de personnes, ils vont mettre 1 million de liquidité dans l'assurance. Et donc, tous les clients de l'assurance vont pouvoir potentiellement avoir une partie de cette couverture. Mais si vous avez 10 000 personnes qui vont être couvertes à 100 000 chacun, bah, on atteint ce million en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va bloquer après le contrat d'assurance. On dit, bah, tant qu'il n'y a pas de nouvelle liquidité, on ne peut pas avoir de nouveaux clients. L'avantage, c'est que quand vous vous apportez liquidité, en général, des rendements sont assez intéressants. Quand vous êtes client, certaines assurances sont très peu chères. Vous allez prendre une assurance chez AV, bah, le niveau de risque est quand même très bas. Donc, l'assurance sera très peu coûteuse. Et plus vous allez avoir envie de couvrir des fonds qui vont être importants, plus bah, il va falloir trouver un contrat qui soit important, qui puisse maintenir la parité entre les deux. Voilà, et ça, on en est au début, c'est pareil, ça fait partie des choses qui évoluent. Mais si vous êtes un gros utilisateur de la finance décentralisée, que vous avez des fonds importants dessus, c'est indispensable à avoir en fait. Vous pouvez pas, c'est comme les personnes qui se baladent dans la rue sans avoir d'assurance santé, qui font plein d'activités, qui voyagent et autres sans avoir d'assurance santé. Bah, il vous arrive un petit pépin, oui, vous pouvez payer. Demain, il vous arrive une grosse opération parce que, je ne sais pas, vous cassez le bras ou vous faites renverser. Bah, là, globalement, ça peut chiffrer très vite. Et puis faire bien attention, c'est un peu comme avec les assurances traditionnelles, hein, vous avez des contrats, vous savez L'exclusion. ce sur quoi vous allez avoir, des remboursements et dans quelle situation, dans quelles circonstances et en fonction de la prestation que vous souhaitez avoir, vous allez payer des frais qui sont plus ou moins importants, hein. Si vous voulez, vous exposer à tous les risques, de hack, même de pertes impermanentes. Moi, j'avais regardé la dernière fois, tu avais des nouvelles assurances aujourd'hui qui peuvent t'assurer sur des grosses pertes impermanentes en fonction de certains niveaux de risque qu'on pourra décider de prendre. Mais voilà, en fait, plus on va avoir une couverture qui sera importante, comme traditionnellement parlant, hein, bah, on va payer des frais qui seront plus ou moins élevés. Mais des fois, ça vaut vraiment le coup parce que même si on paye 10% de frais sur cette assurance, si derrière, ça peut vous permettre de prendre des risques plus importants sur d'autres plateformes en faisant des pools de liquidité, du double, du triple staking, des stratégies delta neutre ou ce que vous voulez, bah, voilà, ça peut vous permettre de vous protéger. Et surtout, si vous avez des quantités de fonds qui sont quand même assez significatives, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, l'exclusion principale que j'ai vue dans la plupart des contrats, en général, c'est le rug pull. C'est-à-dire que si les créateurs du projet se barrent la caisse, c'est généralement pas couvert parce que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas anticiper et que je pense aussi il y aurait un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que les propriétaires du projet viennent se faire assurer, ils se Ouais, barrent c'est avec ce la que j'allais caisse, en dire. plus, ils récupèrent l'argent de l'assurance. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect philosophique qui a été très, très vite intégré dans la gestion d'assurance. Et vous voyez, on en est qu'au tout début et aujourd'hui, des produits, il y en a de plus en plus qui arrivent. Donc là, on va arriver au niveau des NFT. Je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Voilà. Là, au niveau des NFT, il y a pas mal de plateformes aussi qui se sont lancées dernièrement. On a fait énormément de vidéos sur la chaîne YouTube pour vous présenter aussi l'écosystème des NFT. Mais vous voyez, Blur, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'ils ont fait une attaque vampire sur OpenSea, plutôt à destination des whales, en fait, parce que globalement, il y avait des gros porteurs et des gros détenteurs de NFT sur OpenSea et ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Il y avait des frais qui étaient importants pour le mintage, pour la récupération de certains NFT. Et Blur a fait un peu comme SushiSwap pour Uniswap. Ça a été aussi une attaque vampire. Et de dire, voilà, regardez, nous, on va prendre en fait le code, l'équivalent d'Uniswap pour SushiSwap, mais on va donner une incentive aux gens pour venir chez nous et on va avoir au départ un boost de rendement avec leur token de gouvernance. Blur, ils ont fait un peu la même chose, mais sous forme de NFT pour essayer d'attirer un maximum de baleines en fait chez eux. Et donc aujourd'hui, on va retrouver chez Blur
des gros porteurs et des gros détenteurs de NFT. C'est encore le cas un peu sur OpenSea, mais eux, c'est comme ça qu'ils se sont dissociés de ce que pouvait proposer à l'époque OpenSea. Puis il y a plein de Surtout, ils ont marketplaces. facilité le trading en fait. Ils ont Ouais, surtout exactement. facilité le trading. C'était pour des NFT à forte valeur, c'était compliqué de les trader facilement. Tu avais des frais qui étaient importants sur OpenSea. Et là, eux, ils ont fait une interface qui est ce qu'elle est, mais elle permet de trader assez rapidement. Donc, pour les personnes qui veulent spéculer sur les NFT, bah, c'est une plateforme qui est très utile en fait. Et il y avait une plateforme, je ne sais pas si tu t'en souviens, Mickaël, ou si tu as le nom en tête, une plateforme où tu sais, par exemple, imaginons que tu es un CryptoPunk ou un Bored Ape, par exemple, Ouais. un NFT qui vaut très cher. Je crois qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui se sont développées sur lesquelles tu peux déposer ton NFT C'est et re-NFT. emprunter de l'argent. Ouais, c'est re-NFT, tu l'as là dans la partie rental. En gros, tu le déposes à droite. Ah, Voilà, ok. ici en violet. J'avais plus le En nom. fait, tu Ok. le déposes en collatéral et effectivement, tu peux extraire une partie de la valeur. Il y a des conditions et ça c'était possible grâce à certaines normes qui permettent de prêter un NFT, de pouvoir le détruire de pouvoir détruire tout ou partie de la coque en fonction des conditions du contrat. Mais c'est re-NFT qui permet de le faire. Ok, ok. Ouais, ça, c'était un truc intéressant. Ça permettait d'ajouter aussi une certaine liquidité et de récupérer un peu comme ce qu'on a en finance en DeFi. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez déposer des cryptos en collatéral sur avec, en Pand ou ce que vous voulez, emprunter vis-à-vis de ça, en faisant attention à votre collatéral pour pas vous faire liquider. Et en fait, ils ont essayé de faire la même chose sur les NFT. Et donc, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Par contre, autre point important, c'est que vous ne voyez pas ici sur, les différentes applications NFT, les nouvelles innovations qu'on en avait parlé avec Mickaël, notamment sur les ERC 404 avec Pandora. Je ne sais pas si tu le vois, toi, sur le truc. Non, ça y est pas forcément. Après, ça dépend toujours de la classification parce que tu Ouais, peux aller classifier également toute la partie BRC20 parce qu'avec les ordinals, tu les numérotes. Donc, tu as beaucoup les moins de. inscriptions et tout aussi. Exactement. Tu peux aller chercher jusqu'à là, en fait. À partir du moment où tu estimes que c'est non fongible, parce qu'on peut aller chercher les crédits carbone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées avec le temps. Les RWA, il y a pareil, il y a quelques produits qui sont considérés comme des NFT. Et on l'avait expliqué, ça, les premiers rapports sur NFT, les gens se disaient, mais un NFT, c'est juste ce qu'on appelle du PFP, une image de profil. Bah non, pas du tout, en fait. Une image de profil, c'est une des multiples utilisations des NFT. Vous en avez dans le gaming, vous en avez la partie collectible, vous en avez dans le sport, vous en avez dans plein de secteurs différents, dans la musique, par exemple, avec le fait d'avoir une musique qui est identifiée. Vous avez pour les passes pour les accès aux concerts, pour des restaurants, vous avez du premium. Et à ce propos, pour ceux que ça intéresse, en fait, justement, j'ai écrit un livre sur le sujet il y a 2 ans. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur justement comment ça marche, les NFT, ce qu'on peut en faire, il n'y a pas les toutes dernières innovations, parce qu'il est sorti, comme je disais, il y a 2 ans, le livre, mais vous allez retrouver justement la partie location de NFT. Vous allez retrouver comment on stocke un NFT, comment on crée un NFT, qu'est-ce qu'on peut en faire et réellement tout l'écosystème des NFT et pas que juste les images de profil avec un Bored Ape ou encore un CryptoPunk. C'est une des petites choses. Et là, tu vois, tu parlais des ERC 404, c'est la partie fractionnalisation pour moi. Mm. Tu vois, tu l'as là sur la deuxième ligne au milieu. Et je pense que c'est ce qui représente aujourd'hui le mieux les ERC 404, c'est se dire un NFT, tu n'es pas censé pouvoir le couper. Bah là, on va apporter une technologie qui permette d'aller créer des utility tokens vis-à-vis de ce NFT, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir minter et détruire, du moins. Quand on parle de mint, c'est d'apporter une information sur la blockchain ou potentiellement de la détruire si jamais il y a besoin en fonction du nombre de jetons. Et tu peux t'exposer sur des fractions aussi de NFT parce qu'il y a beaucoup Exactement. de gens qui souhaiteraient se créer un portefeuille peut-être plus diversifié, un peu comme l'immobilier tokenisé hein, sur Realty ou sur Lofty que vous retrouvez sur Algorand. Vous pouvez vous exposer à des fractions en fait d'immobilier et avoir des droits en fonction de votre exposition à ces actifs. Là, l'idée des ERC 404 avec Pandora, qui a été la première plateforme à lancer un petit peu ce truc-là, c'était de pouvoir vous exposer sur des parties de NFT et d'ajouter une liquidité peut-être plus importante que celle qu'on avait sur les NFT aujourd'hui, parce que c'était le gros problème qu'on avait sur ce marché, c'est que quand vous vous retrouvez avec l'image de profil, le vieux JPEG d'Etherrock, quand ça pump, ça va bien. Quand ça pump plus, personne veut votre truc. Vous pouvez pas facilement l'échanger. Donc, ça permet d'avoir une fluidité, je pense, plus intéressante sur les NFT, ce qu'on manquait quand même globalement jusqu'à présent.
Sachant que le RC 404, c'était juste une norme expérimentale, qui a eu d'autres évolutions derrière qui ont été développées. Et j'en ai parlé dans une des vidéos. Donc voilà, c'est un secteur qui évolue en permanence. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Et s'arrêter au NFT en disant bah, c'est juste des images, c'est ne pas comprendre en fait le secteur, tout simplement. Exactement. Donc là, je vais avancer un peu. À chaque fois, vous avez le descriptif. Hein, vous voyez, vous avez l'image globale avec les différentes catégories. Puis après, si vous voulez rentrer sur un sujet spécifique, vous avez la description. Après, vous avez donc l'industrie du gaming avec les différents jeux. Alors, des fois, ça me fait rire ce qu'ils mettent dans le game. Tu vois, franchement, pour ceux qui ont déjà joué à Decentraland, des sandbox, c'est pas amusant, quoi. On appelle ça jouer. Ouais, c'est vraiment. En fait, le terme jouer n'est déjà pas bon pour ces Ouais, choses-là. c'est ça. Alors, ils l'ont mis dans Metaverse, tu vois, ils l'ont pas mis dans Play to Earn, c'est déjà pas mal. Mais globalement, franchement, c'est pas amusant, quoi. Sandbox, il y a des quêtes, il y a 2-3 trucs, mais c'est vite chiant pour ceux qui Il jouent. faut aimer Minecraft. C'est l'univers de Minecraft, ce Sandbox. Mais même ça, mec, franchement, si tu as joué à Minecraft, tu fais des trucs, tu peux construire des choses. Je ne suis pas joué à Minecraft, mais pour moi, c'est le même visu, c'est la même un peu utilité du truc, tu vois. Ouais, Après, aujourd'hui, j'estime qu'il y a des jeux qui sont en train de se développer, qui sont quand même si c'est en version alpha, ils sont intéressants, du moins. C'est des jeux. C'est pas de la DeFi qui était gamifiée. Parce que c'est le problème, en fait, c'est que la plupart des jeux, entre guillemets, qu'ils ont apportés, c'est de la GameFi gamifiée. C'est un pool de liquidité, c'est tu vas cliquer là, ça va faire une quête, mais en fait, la quête, c'est ni plus ni moins que du lending. Il n'y a rien de. Non, mais il y a rien de fou. Tu veux faire un échange, l'équivalent d'Uniswap, sauf que simplement, au lieu de cliquer sur trade sur Uniswap, tu vas cliquer sur un bonhomme qui va t'ouvrir un onglet trade, quoi. En fait, c'est juste ça. Hein. Ouais, voilà. Enfin, bref. Après, dans les Play to Earn, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc on retrouve des jeux Axie Infinity et puis des nouveaux jeux qui se lancent. Alors, des plateformes comme Gala qui ne sont pas qu'un seul jeu. En fait, c'est une plateforme où on va avoir plein de jeux qui vont se lancer dessus. Un peu comme un Steam. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux, c'est le Steam Crypto. Quoi. Voilà. C'est le Steam Crypto. Donc, tu vois, pour moi, en fait, c'est même pas dans Play to Earn. Je l'aurais mis plus dans, je sais pas, Game Studio, tu vois, par exemple. Enfin, je trouve que c'est mal classé. Game Studio, c'est-à-dire que tu développes. Je pense que eux, comme ils le matérialisent, c'est que tu développes. Gala, ils n'ont pas vocation à développer des jeux. Du moins, pas ils listent des jeux, quoi, comme Steam. Ils les listent et ils l'acceptent. Donc, effectivement, c'est pas du play to earn, c'est plutôt un toolkit ou. C'est bizarre. C'est mixte, ouais. Tu vois, c'est mixte, c'est un peu bizarre. Ouais. Et après, vous avez des jeux qu'on évoque depuis maintenant un certain temps. Voilà, Illuvium, vous avez Big Time. Mais Illuvium, il est pas brandé, tu vois, en play to earn. Il est plutôt brandé en jeu, du moins. Ah si, il est en play to earn quand même. Si. Non, mais il l'est aussi, mais je veux dire, c'est pas. Axis, quand ils l'ont lancé, c'était en mode play to earn. C'est vraiment, c'était écrit en gros sur le site, t'es là pour ça. Ouais, parce que c'était les premiers à lancer ce truc-là. C'était les premiers à lancer ce truc-là. Le jeu d'abord, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, eux, ils se placent. Alors, ça reste un play to earn, ça c'est clair. Oui. Mais c'est pas leur outil marketing, en fait. Ils ont essayé de se dissocier de ce truc-là et plutôt de dire. Regardez les play to earn, en gros, que vous aviez avant, Axie Infinity et tout, c'est des jeux éclatés au sol qui sont pas marrants et sur lesquels, oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais souvent, c'est des clopinettes pour pas grand-chose. Là, nous, on va essayer déjà de faire un jeu qui sera vraiment un jeu. Et en plus de ça, vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais voilà, c'est avec tout ce qui est lié là, au NFT, tokenisation et ce que vous voulez. Mais ils ont essayé avant tout de créer vraiment un vrai jeu sur lequel tu vas t'amuser, tu vas pouvoir jouer en coop, type open world, MMORPG. Et Big Time, c'est ça. Et Illuvium, c'est ça aussi. Hein, donc, voilà. Je vois qu'il y en a un qui, dans les commentaires, qui parle de Star Atlas. On va montrer. C'est un jeu auquel j'ai jamais joué. Hop, attends. Je crois que c'est sur Solana, Star Atlas. Hop, alors, les graphismes, en tout cas, ont l'air d'être un petit peu sympas. Mais j'en ai entendu parler. Je crois que c'est un open world avec des vaisseaux, ce genre de choses. Et il y a un jeu comme ça qui est énorme où tu peux te balader de planète en planète avec des vaisseaux. Mais ça fait 15 ans qu'ils sont en construction, les mecs, ils l'ont toujours pas fini. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, le truc qui a développé, qui est juste monstrueux. C'est Star Citizen. Star Citizen. Ouais, attends. Star Citizen, tu peux regarder. Star Citizen, c'est un jeu qui a pour vocation à créer un truc qui est énorme et monumental. Et en fait, c'est encore bourré de bugs, quoi, leur truc. Mais oui, mais en même temps, c'est tellement immense. Et après, c'est pareil, il faut avoir des machines pour les faire tourner. Et là, tu vois déjà sur les recommandations, tu le fais pas tourner sur n'importe quel PC. Tu as déjà 8 Go de RAM, encore ça se trouve bien. Les GTX 1080, ça reste comme des cartes graphiques qui sont quand même assez puissantes pour la plupart des gens en fait. Et c'est un peu le problème aussi, c'est de vouloir avoir. Et là, on parle du minimum. Hein. On parle même pas de le faire tourner en ultra ou quoi que ce soit.
Donc, moi, je fais attention. Je pense qu'il vaut mieux un jeu qui, aujourd'hui, des graphismes qui soient peut-être un peu moins bons, mais qui a un gameplay qui soit excellent, qui soit bien développé, qu'on puisse l'utiliser, qu'un truc qui soit ultra bien fait et qui tourne sur 3 PC. En termes d'adoption, je trouve que c'est plus intelligent, en tout cas. Et puis après, que ça s'implémente au fur et à mesure. C'était le choix Ouais, bien qu'avait sûr. décidé de faire World of Warcraft au début quand ils se sont lancés. Hein. Les graphismes étaient Bah, clairement pas ouf, mais ça tournait sur n'importe quelle bécane que tu pouvais avoir. Hein. C'était un truc, moi, ça, j'avais ça, des par contre, PC c'était éclatés optimisé. au sol. C'était un truc de Après, fou. c'est comme les Counter-Strike aussi. Tu les faisais tourner sur Ouais. n'importe quel PC et Ouais. c'est pour Un ça que ça truc marchait. éclaté au sol, genre Windows 95, 98, le machin, ça passait, quoi. Eagle qui dit Cross the Edges est amusant. Si on aime les jeux de cartes, il faut aimer tout ce qui est Hearthstone et ce genre de choses. Si tu aimes les MMORPG, tu t'ennuies, c'est tout. C'est comme ça. Après, je dis pas que le jeu est ennuyant, je dis juste qu'il faut aimer les jeux de cartes. Si tu aimes les jeux de cartes, ouais. Il y a aussi, j'avais rencontré les fondateurs d'Ovalie, on a fait une interview avec eux, où c'était un. Il y a Football Manager et là c'était un Rugby Manager où tu gérais ton équipe pour aller faire des rencontres et autres. Je sais pas où c'en est le développement parce que j'y joue pas, j'avoue. Donc si vous avez des news pareil sur Ovalie, s'il y a des gens qui y jouent parce que ils avaient essayé de pousser un peu ça là pendant la Coupe du Monde de rugby. Donc pourquoi pas. Ouais, tu vois, Benjamin il disait bien que c'était Star Citizen. Hein. C'était bien ce qui me Star semblait. Citizen, elle est incroyable. Ah bah. Star Atlas, un jeu web. Il a un jeu web et un jeu Real Engine 5. Là, il faut un gros PC. Donc, ok. Merde, pardon. Chaque fois, je t'enlève ton truc, pardon. Pokémon Go avec du NFT gros business, vous n'allez pas me voir souvent en live si réellement ça arrive. Parce que quand il est sorti, je passais ma vie dans la rue. Donc, ça c'est effectivement ça très gros business. Après, faut-il avoir la licence? Et je pense que ça, c'est quelque chose de costaud. Parce que Nintendo. Mais t'imagines, t'as des boîtes comme Nintendo et tout qui commencent vraiment à se lancer dans ce truc-là. Eux, ils ont des licences qui sont énormes. Hein. Tu prends Mario et Pokémon, c'est des licences qui valent de l'or. Hein. Et sur 2 générations. Hein. Parce que nous, on a commencé à jouer quand c'est sorti les premiers Mario et les premiers Pokémon. Et la génération, là, aujourd'hui, je vois les neveux et nièces et autres, ils achètent des cartes Pokémon et ils continuent de jouer. Et Mario aussi. Hein. Les nouvelles versions, les trucs. Et même nous, mec, moi, j'ai encore mes cartes Pokémon du quand j'étais petit. Non, mais tout le temps. Mais non, mais vraiment, on était des hardcore gamers et moi, j'y joue encore. J'ai acheté certaines versions. Oui, parce qu'en fait, c'est des trucs qui nous restent. C'est des trucs qui nous restent. Je suis allé au Japon, j'étais comme un gamin. Je suis reparti, j'en avais plein le sac à dos. J'ai pris 3 kilos de trucs achetés, de figurines, de trucs comme ça au Japon. C'était terrible. Et ils ont des bornes d'arcade avec des versions qu'ils ont que là-bas sur Pokémon. Et tu te retrouves à jouer contre des gamins qui ont 10 ans. Ils ont les trucs toute dernière génération et tout. Ils t'écrasent littéralement. Et à la fin, tu te dis, bah vas-y, moi je change de pays, donc je vais te laisser mes cartes. Le gamin, il te regarde, il fait, ah non, mais c'est trop pourri, j'en veux pas de ton truc. Mais tu les jettes. Pourri tes cartes. Pourri tes cartes. Tu fais VO, un peu de respect dans VO. Et tu m'avais dit aussi au Japon, ce qui est intéressant, c'est que tu as à la fois des super jeunes et des plus vieux, quoi. Tu vois, genre des gars qui ont 70 ans, 77 ans, c'est fou, quoi. Tu vas dans les Namco, c'est hallucinant. Tu as les machines à pince et tout dans les premiers étages. Après, tu montes, tu as les bornes d'arcade. Et plus tu vas en haut, plus tu as des bornes d'arcade qui sont anciennes. Et en fait, sur les premiers, tu vas plutôt retrouver des jeux où les mecs ils dansent, ils font de la musique, ce genre de choses. C'est un peu plus jeune. Après, tu montes d'un étage où les mecs ils posent les cartes, ça invoque les monstres dans le jeu. Et après, ils vont se combattre avec des espèces d'énormes machines. Et tu vas au dernier étage. Et là, tu as les bornes d'arcade rétro. Et là, tu as des gens qui ont 70 ans, 75 ans, qui te mettent la pâtée sur n'importe quoi, sur Street Fighter 3, sur Street Fighter 4, sur les premiers Street Fighter aussi, avec juste 2 boutons. Ils ont 2 boutons et un joystick et ils t'éclatent. Ils font des perfects. Tu les vois, ils sont comme ça, ils vont clac, 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 clac. Et surtout, c'est très culturel. Hein. C'est très culturel. En France, tu verras pas ça. Tu verras pas ça. Tu vas dans des bornes d'arcade, c'est plus jeune, petit, voilà. Mais au Japon, c'est un truc de fou, quoi. Eagleman qui dit, je pense qu'il parlait de Cross the Edges. Il prévoit de sortir un MMO dans le même univers. Alors, moi, sur ce genre de choses, je fais très, très, très attention parce que c'est Bored Ape qui a essayé de sortir un espèce de MMO et ça a fait quand même un gros flop. Donc, je pense qu'ils sont peut-être très bons dans les jeux de cartes. Je ferai très attention au MMO, par contre. Là, après, c'est pareil avec Axie Infinity. Ils ont donné des mises à jour. Tu sais, ils ont... je crois que c'est Luna Land. Là, non, comment ça s'appelle Merde. Ils ont créé, en fait, une application aussi sur smartphone où tu peux gérer un peu comme Illuvium Zero, où tu as sur ton smartphone des landes, des différentes parcelles de terre, où tu peux gérer, tu vois, un peu comme un Age of Empire, mais sur ton smartphone, sous forme de NFT. Et on voit les références. Hein. Ouais, voilà. Tu prends Age of Empire et...
Et globalement, en fait, ils ont ce truc-là, ils ont lancé ça. C'est Lunacia. Je crois que c'est Lunacia, si je me trompe pas. C'est Lunacia. Vous tapez Lunacia sur Internet. Il y a tout un royaume sur smartphone qu'ils ont développé en fait pour donner une seconde vie à Axie Infinity, quoi. Je vais essayer de trouver le truc. Ouais, après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Mais je pense qu'il y a vraiment une évolution qui va être très intéressante. Mais il ne faut pas que le côté crypto surpasse le côté gaming. Et je pense que c'est pour ça qu'on a encore du mal à avoir des jeux qui sont vraiment intéressants. C'est que les gens pensent d'abord crypto avant de penser gaming, alors qu'en fait, il faut penser d'abord bon jeu en termes de gameplay. Et après, tu t'appuies sur une blockchain qui te permet de faire les choses que tu veux. Tu mets du NFT, tu mets tout ce que tu peux mettre dans la crypto. C'est aussi ça. Et c'est pour ça que, comme tu disais là pour Axis, bah, ils ont dû se renouveler complètement. Les gens sont arrivés, ils ont poncé le modèle du Play to Earn jusqu'au possible. Et après, il n'y a plus d'intérêt parce que le jeu, il est clairement pas fou, en fait. Mais tu vois, c'est ça, c'était un truc, ils ont essayé de rajouter ça en fait un peu sur smartphone ou tu vois, pour ceux qui jouaient à l'époque à Dofus en fait, c'est un peu ce truc-là. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, j'ai vu les graphismes, on dirait un Dofus en fait. Ouais, bah, déjà c'est ça. Dofus, j'aimais pas y jouer parce que c'était en tour par tour et que je m'ennuyais au possible. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est un jeu de gestion. c'est un jeu de gestion où ils ont essayé de faire ce truc-là, où en fait un peu comme Illuvium Zero où tu achètes des parcelles de terre et en fonction des tiers de tes parcelles, tu as des caractéristiques et des attributs pour générer des ressources et tout, et plus tu vas gagner de l'argent. Je trouve que sur Illuvium, c'est vraiment bien fait. Là, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas forcément creusé le truc, mais voilà, ils ont essayé de donner une nouvelle vie en fait à Axie parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu. Je crois que c'était en bull run, ils ont eu des performances de fou parce que c'était les premiers sur l'aspect GameFi. Et tous les Philippins, et Play to Earn. ils jouaient, Ouais. ils gagnaient plus en jouant qu'en allant travailler. Travaillant. Et moi j'attends réellement de voir un farming simulator en crypto. Là, je pense qu'on va avoir des lands qui vont être assez drôles, qui vont être assez sympas. Il y en a, c'est des fadas de farming simulator. Mais de tout, hein. En fait, à partir du moment où tu as des pognon aussi à aller chercher, c'est toujours pareil. Hein. Tu auras des trucs qui vont se passer. Mais Thibaut ici, voilà, bienvenue. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Bonjour. On a tous perdu notre jeunesse. On a tous perdu notre jeunesse avec ce jeu. C'est génial. Vincent qui dit c'est le cas de Elysium, c'est un vrai jeu TFT. Ouais, sur les alphas, moi j'attends de voir qu'ils sont en prod. Hein. C'est comme tout. Hein. Parce qu'un jeu qui arrive qui est full buggé, tu passes à travers la map et autres. Halo perso, ouais, tu y as pas mal joué toi, Thibaut, à Halo. Hein, j'y avais joué un peu, mais en fait, c'est problème. C'est un peu les gens qui sont tombés dans la maladie de WoW quand ils ont débuté. Au final, tu sais, quand tu es jeune, le premier jeu que tu as, c'est ça. Non, au début, on avait joué à Guild Wars, tu te souviens? On jouait à Guild Wars au tout début. Et après, on est passé sur WoW. Et après, c'était la fin. Parce que ce truc-là. De désintoxiquer. Donc après, tu passes sur Ion, tu tombes contre des farmers coréens. Tu te dis, c'est mort, je ne vais plus avoir de vie si j'attaque de ce point-là. Ouais. Et après, tu te bats toute ta vie pour arrêter de jouer à WoW. En fait, c'est littéralement ça. Ouais, et puis tu essayes de retrouver, en fait. De retrouver ce truc-là, tu sais, le sentiment que tu avais quand tu jouais, quand tu étais petit, ou pareil, quand tu as eu ta première cartouche Pokémon, tu vois. Tu dis, vas-y, moi, c'était ce truc-là, à Noël, tu sais, on t'offre ta première cartouche Pokémon. J'ai jamais ressenti dans ma vie un sentiment pareil. Plus tard, tu essaies de le retrouver, c'est impossible. C'est impossible. Bonjour, ça, c'est littéralement, bonjour, tu veux de la drogue? C'est littéralement, tes parents, ils arrivent, bonjour. Non, moi, il y avait Far Cry 3. Far Cry 3, c'est l'un des premiers jeux post-WoW où je me suis dit, ouais, là, franchement, je me suis éclaté. Après, le 4 était buggé, le 5 était correct. Mais le 3, vraiment, c'était ça. Est-ce que ça t'a fait le même truc que WoW? Tu sais, est-ce que ça t'a fait le même truc, genre le même sentiment quand tu as commencé? C'est pas possible. Pas au même point, mais vraiment, on s'en rapprochait. Tu vois, c'est. Ah ouais? Ouais, franchement, on s'en rapprochait. Et c'est pour ça, c'était l'un des seuls jeux où vraiment, je me suis dit, ouais, sympa. Tu vois, j'ai essayé Diablo, j'ai essayé tous les jeux un peu mainstream derrière, et jamais eu cette sensation-là. Avec la map Editor Insane, mais oui, ça fait partie des choses où, pareil, Minecraft, j'ai perdu des points de vie. Ouais, j'ai jamais joué moi à Minecraft, c'était pas mon truc. Moi, j'y avais joué un peu et c'est vrai qu'en fait, tu te prends au truc. En fait, faut pas jouer tout seul. Mais si tu joues avec des potes, après, c'est n'importe quoi. Tu passes des heures sur ce machin. Ouais, Don't Starve aussi, putain. On y a joué des plombs à ce truc. Enfin bref, on pourrait en parler parce que je pense qu'il y a des gamers là dans le chat. Mais ouais. En fait, si cette industrie de la GameFi, si vous avez été un ancien gamer ou si vous connaissez quelqu'un qui a été, en fait, pour vous, c'est une évidence que ça va arriver, ce truc-là. Et quand ça va arriver, allez, c'est bon, t'es reparti à reperdre ta vie pendant des années. Hein. Sauf que là, tu pourras pas dire que tu perds ta vie parce que tu gagnes quand même du pognon avec, tu vois. Mais ouais, mais est-ce que après tu finis pas comme dans le film? Tu vois,
comment il s'appelle, où ils ont la combi complète là et ils sont dans Ready Player One. Ready Player One, où là tu te dis, tu es arrivé à un tel niveau, mais en fait tu te dis, c'est ce qui se rapproche. Quand tu vas jouer avec un casque virtuel qui est accroché, là, ce qu'on avait fait ensemble, Ouais, et que tu es en train de te battre, tu as l'adrénaline qui monte d'un coup, tu te dis, mais il manque plus que les combis pour avoir les sensations. Là, tu mets un jeu qui n'est pas juste une petite map qui dure une demi-heure, tu mets un truc vraiment qui est hyper complet à la WoW, mais en fait, il faut te nourrir à la sonde derrière. Ah bah là, oui. Bah oui. Tu finis en légumes, tu as beau gagner ta vie, tu finis en légumes en fait. C'est une réalité en fait. Ouais, c'est ce que dit Benjamin, c'est ce qui nous attend. Ben oui. Pour moi, c'est ce qui nous attend. C'est malheureux, mais en fait, on va avoir des pays où les mecs ils gagneront plus leur vie dans un jeu qu'en allant produire de la valeur dans la vie réelle. Et ça va faire des catastrophes humaines sur certaines choses. Ça donne envie de développer un jeu en réalité virtuelle et chasser dans des lieux de NFT comme Quête, Team Geek, VR plus blockchain. Ça, c'est dingue. Tu vois, VR, tu ajoutes le truc. Ah, mais la VR, elle tourne pas déjà. Non, mais regarde, imagine plus tard. Quand on a joué ensemble, t'as des bugs, tu tapes avec l'épée, le truc est derrière. Oui, non, il y a des missions qui sont bien. Mais oui, aujourd'hui, c'est éclaté. Mais imagine plus tard, ta réalité virtuelle vraiment bien faite, avec les sensations, des trucs et tout. Et en plus, le côté où tu gagnes vraiment du pognon dessus, n'importe quoi. Genre, là, c'est la fin, les gars. On vous retrouve plus. Bah, après, comme dit Versus, c'est qu'effectivement, dans Ready Player One, exposait déjà les soucis de gouvernance. Et oui, il y aura ça, parce que si tu commences à avoir une économie en parallèle qui est vraiment importante, il y en a un qui sera derrière. Tu ne peux pas avoir une DAO qui sera full décentralisée, j'y crois pas. Tu auras un gros studio derrière qui aura toute la gestion du truc. Énorme potentiel, ouais. Ouais, c'est si vous avez pu tester l'Apple Vision, j'ai jamais pu, non. Non. Pareil, s'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à nous dire votre retour en commentaire. Ouais, ou GTA avec la crypto aussi. T'imagines, mec, la licence GTA avec l'aspect crypto et tout. Elle vaut cher, ouais, n'importe quoi. Elle vaut cher, cette licence. Bon, on va continuer un peu le rapport rapidement. Ouais. Remets-moi en full, si tu peux. Ouais, vas-y. Donc, voilà, vous avez donc tout ce qui est métavers, c'est ce qu'ils ont mis aussi dans le game, mais qui ne sont pas des jeux pas intéressants, pas drôles pour le coup. Play to Earn. Après, donc tout ce qui est Game Studio, donc là, ils font pas mal de choses. C'est des développeurs de projets, mais Vulcan Forge, ils font pas que ça non plus. Hein. Ils ont toute une marketplace. Immutable. Ouais, c'est ça. C'est pareil, Immutable, c'est. Ouais, c'est des projets d'infrastructure en fait. C'est des projets d'infrastructure aussi. Mais Dapper non plus. Hein. Dapper, pour moi, ils ont jamais fait de jeu. Alors, si, ils ont du développement en fait. Souvent, ouais, ils ont référencé des stats et tu avais des applications et autres, mais ils faisaient pas de dev, ils ont du dev. Ils ont du dev. Okay. Et après, tu as donc, tout ce qui est toolkit avec Engine, Ultra, Forte. Alors, Forte, attention, Forte, des fois, ils vous mettent des projets comme ça, mais tous les projets n'ont pas des tokens non plus. Hein. Engine, ils ont le ING token. Ultra, ils ont le UOS, je crois. UOS, ouais. Mais Forte, ils n'ont pas de token en fait. Donc des fois, c'est juste une plateforme sur laquelle en fait vous pouvez pas investir, mais qui permet de créer des jeux, GameFi, faciliter l'accès. Voilà, c'est ça. Bon, je connais pas Forte, mais c'est un SDK, c'est un toolkit pour les développeurs qui est utile, mais après effectivement, tu peux pas faire de la spéculation dessus. On peut le dire. Il n'y a pas de token, de gouvernance ni quoi que ce soit. Il y a tout ce qui est Launchpad aussi sur la GameFi, comme CDFi aussi, qui est aujourd'hui le leader là-dessus. Engine Starter, mais pour moi, il n'y a pas énormément de projets qui se lancent là-dessus. C'est plutôt sur CDFi. Et puis après, les gaming guilds. Les guilds, mais c'est pareil. Les guilds d'en haut où les mecs, ils avaient géré des raids avec 40 ou 50 personnes et qu'ils ont été embauchés derrière dans des très grosses structures parce que les mecs, c'était devenus des excellents managers. C'est des managers, les types. C'est des managers parce que pour ceux qui ont joué à WoW et qui ont déjà fait des raids sur des très gros boss, vous voyez la galère que c'est de gérer des mecs qui partent dans tous les sens, tout le monde n'en a rien à taper. Et les mecs, il faut avoir des vraies compétences en management. Et là, tu te dis, demain, si tu es dans une gaming guild, tu es responsable de cette gaming guild qui génère de l'argent. C'est pareil, c'est une espèce de… Je sais pas même dire, c'est une entreprise. Mais c'est une entreprise. Tu gères une entreprise complète qui va peser un certain poids dans une certaine économie virtuelle. Et tu vas avoir des compétences, tu vas avoir des CEO, mais ça va être exceptionnel en fait. Là, vraiment, et toi, tu peux être actionnaire de guilde. C'est-à-dire qu'avec les gaming guilds, tu peux être actionnaire de guilde et avoir le droit, déjà un droit de gouvernance sur ces guildes-là et avoir un droit sur ce qui va être farmé sur ces guildes, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez des guildes qui sont hyper connues, mais pas que dans WoW. Millennium, par exemple, c'était l'une des meilleures guildes qu'on a retrouvées dans WoW, mais qui se sont aussi développées, pareil, sur tout un tas d'autres jeux sur le e-sport et qui, en général, sont les
first world tryharder pour essayer de tuer les premiers boss en hardcore sur tous les trucs, quoi. Ils avaient fait ça sur Dark Souls, ils avaient fait ça sur plein de trucs. Et donc, si aujourd'hui vous dites, OK, moi j'investis sur Millennium, j'investis sur chaque truc, et que demain il y a une vraie gamification avec une entreprise, un farming de NFT, avec une vraie valeur en fait qui est créée dans le jeu, qui est détenue par ces guildes, bah vous pouvez y participer sans pour autant être amené à y jouer. C'est ça qui est ouf, quoi. Bah, ils vont vendre des assets, ils vont aller collecter des assets pour certaines grosses entreprises. Il va y avoir vraiment, ça va être une économie complète en fait qui va se créer. Ça va être juste fou. Moi, j'attends cette évolution-là, et il y en a qui vont être surpris, qui vont pas comprendre pourquoi en fait il y a des personnes qui ont des boîtes des gaming guilds qui pèsent plus lourd que des sociétés tradies, où il y a des mecs qui vont bosser tous les jours, qui se lèvent le matin pour aller fabriquer. C'est un changement d'économie. C'est comme les parents. C'est comme les parents à l'époque qui disaient fais quelque chose de ta vie, arrête de trop jouer à l'ordinateur, va dehors, va gagner de l'argent, trouve-toi un vrai métier. Et puis tu as des gamins qui sont devenus professionnels de e-sport et qui gagnent des millions par an, alors que les mecs ils sont jamais sortis de leur PC, tu vois ce que je veux dire. Donc, et ils gagnent plus que leurs parents. Donc c'est marrant en fait, un vrai changement de paradigme et d'économie. Et on l'a vu avec League of Legends, on l'a vu avec plein de jeux, Dota et tout. C'est plein de choses qui se sont passées, quoi. Donc, les gaming guilds, on vous en a parlé, les marketplaces de NFT. Alors, Immutable, on en avait parlé avec Mickaël, avec l'IMX. C'était donc un projet d'infrastructure. Je ne comprends même pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis dans tout le kit. En fait, c'est plutôt un projet d'infrastructure Immutable X. Parce qu'ils en fait, pas... ça aurait mieux fait de faire, au lieu de faire tout le kit, ça aurait mieux fait de faire une box infrastructure et les mettre dedans. Tu vois, ils l'ont mis dans Game Studio et également aussi là. En fait, Immutable, il est présent partout, quoi. Zoom là en dessous d'Immutable dans Game Studio. Il y a une autre phrase, j'arrive pas à lire là-dessous ce qu'il y a en dessous. C'est Game Studio. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a deux entités. En fait, Immutable X fait plusieurs choses. Ils ont leur. C'est une branche du truc. C'est pour ça qu'ils ont voulu le séparer. Mais ils font plein de choses. Ils ont à la fois une marketplace, ils ont des créations de jeux, ils ont également aussi leur outil de base qui est en fait permettre une scalabilité sur tous les jeux GameFi aussi, comme Illuvium et tout, qui utilisent aujourd'hui Immutable X. Mais voilà. Après, aujourd'hui, la plupart des marketplaces au niveau NFT et au niveau gaming, c'est plutôt lié à un jeu en lui-même où ils vont vendre les objets. Il y a c'est ça. Très peu de plateformes qui sont vraiment cross-jeu en fait, qui vont te permettre d'aller acheter une épée dans ce jeu-là pour aller pour l'utiliser, du moins tout au même endroit. En général, tu veux acheter un truc sur Illuvium, tu vas sur un marketplace d'Illuvium. Tu veux acheter un truc sur Axis, tu vas sur un marketplace d'Axis. Mais il n'y a pas une plateforme qui référence tout, du moins il n'y a pas une plateforme assez grosse à l'heure actuelle. Qui est vraiment une part spécificative dans Parce qu'il y en a qui ont essayé de le faire, mais pour l'instant, ça reste encore assez jeune. Et vu qu'il n'y a pas des vrais jeux qui ont perduré avec le temps, en fait, aussi pour ces plateformes, c'est compliqué parce que tu peux avoir un jeu qui va avoir une hype pendant 6 mois et qui après va crever pour les prochaines années et qui ne remontera jamais. Donc, il faut délister les trucs, il faut en lister des nouveaux. Donc, en fait, je pense que tant qu'on n'a pas un vrai acteur, un peu comme Axie Infinity, qui a permis de créer en fait le passage, tant qu'on n'a pas un vrai acteur qui s'est implanté au niveau du mainstream, tu vois, c'est compliqué pour lancer là-dessus parce qu'il n'y a pas une véritable traction en fait sur l'achat et la vente des NFT sur des jeux, quoi, globalement. Ouais. Et puis, il y a aussi, d'un point de vue économique, ça veut dire que les développeurs de jeux vidéo, quand ils intègrent la partie NFT, il faut qu'ils puissent toucher des royalties sans pour autant que ça passe par la marketplace. Pourquoi aujourd'hui les gros jeux préfèrent avoir leur propre marketplace? C'est parce qu'ils vont choper des frais en fait au passage. Alors que là, si tu fais sauter la marketplace de chaque jeu, ou du moins, si c'est une marketplace qui récupère les flux de la plupart des jeux, bah, ils vont perdre l'aspect trading dessus. Ils vont perdre les pistes de trading. C'est une partie quand même de revenus qui est importante. Donc, il faut que ça évolue aussi de ce côté-là. Ça donne envie de pousser ma boîte à lancer un jeu sur le marché. Ça serait dingo. Aujourd'hui, il y a des parts de marché qui sont énormes à aller chercher là-dessus. Parce que même les gros acteurs ne sont pas encore lancés dessus. Parce que voilà, en général, quand ils le font, ils essaient de faire les choses bien. Il y a la réputation aussi. Et puis, les infrastructures ne sont pas dingues à l'heure actuelle pour permettre aux gros de venir, quoi. Les ETF, il a fallu des années pour qu'on puisse les avoir sur Bitcoin et là, en l'occurrence, sur Ethereum. Mais la GameFi, ça reste très récent aussi. Les ETF, ce n'était pas tant un problème technologique que ça. Tu vois, pour moi, le gaming, il y a un aspect technologique qui est aussi problématique. Tu as Engine qui pousse avec le partenariat avec Microsoft Azure pour essayer d'ouvrir un peu les vannes. Mais pour moi, les ETF, c'était plutôt législatif. Le fait que c'était freiné et l'aspect également pensée collective qui freinait un peu les choses, pensée des institutionnels. Aujourd'hui, les boîtes de gaming
je pense qu'elles ont une capacité technique à développer des jeux comme elles ont l'habitude de le faire, mais de switcher directement sur les nouvelles technologies blockchain, ça demande un temps d'adaptation. Et le coût est pas pareil. Hein. Ça coûte le coût n'est pas le même. Et s'il se rate, c'est un coût qui sera énorme. Et aujourd'hui, des boîtes comme Ubisoft Montréal, des fois, ils sont un peu sur le fil rouge en fait, en fonction de ce qui sort. Il y a des jeux qui vont bien marcher, d'autres qui vont moins bien marcher. Donc, ils ne peuvent pas trop se permettre d'aller perdre de l'argent dans un secteur comme ça. Tu vois. Non, par contre, tu vois, des boîtes qui aujourd'hui, en fait, pour moi, et c'est ce qu'on a pu voir sur la GameFi, c'est pour rentrer et pénétrer un peu le marché mainstream, c'est d'avoir un truc en fait sur smartphone qui fonctionne bien, et c'est ce qu'a commencé à faire Axie Infinity. Et tu vois, je me dis, si demain, les créateurs de Clash of Clans, Clash Royale et Brawl Stars, par exemple, aujourd'hui, c'est des boîtes qui pèsent des milliards. C'est un truc de fou ce qu'ils ont développé comme truc. À chaque fois qu'ils lancent un jeu, eux, c'est la dinguerie en termes de revenus, en termes de tout. Je me dis, si cette boîte-là, ou une boîte comme celle-ci, arrive à créer un jeu, tu vois, dans le même genre que Clash of Clans, un peu de gestion ou Brawl Stars, tu vois, PVP ou ce que tu veux, mais en prenant en compte le côté NFT, GameFi, Play to Earn, là, ça peut avoir un impact qui est énorme pour la pénétration au niveau de l'aspect mainstream, tu vois. Je pense que même plus que de se dire ils vont développer un nouveau jeu, c'est de se dire leur marketplace à l'heure actuelle, déjà la mettre sur la blockchain en fait. Et intégrer justement les cryptos au fur et à mesure comme ça. Tu vois. Et je pense que ça, pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée qui sera la moins coûteuse, qui leur permet de faire un test. Ils le font d'abord sur, je sais pas, une mise à jour sur le marché asiatique. Après, ils le font sur le marché européen, sur le marché américain. Et comme ça, s'ils voient que ça se passe pas bien, ils peuvent couper en disant tout s'est toujours bien passé. Et par contre, ça marche bien, se dire OK, bah là, peut-être que le prochain jeu, on intégrera telle et telle notion de blockchain. Mais déjà le faire avec leur place de marché actuelle. Elles valent déjà un certain prix et il y a déjà du volume. Tiens, je vais repartager mon écran. Hop. Je pense qu'on voit mon écran là, c'est bon? Ouais, c'est bon, sur la DeepPine. Donc là, c'était l'aspect GameFi. Après, il y a tout ce qui va être lié à l'IA et la DeepPine. Donc, je ne sais pas si tu voudras peut-être en parler un peu plus que moi, Bic, sur l'aspect DeepPine. On en avait parlé avec Théo, mais… Ouais, bah, j'avais fait une session complète en fait sur la DeepPine qui durait quasiment 3 heures. Donc, pour ceux que ça intéresse de rentrer en profondeur, on peut aller dessus. En fait, en fonction du rapport que vous allez avoir, vous n'avez pas forcément le même découpage. Si on prend ce découpage-là, eux, ils ont… Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis General Purpose, mais ils ont pris une première ligne qui est justement tout ce qui est puissance de calcul. Et ils ne font pas forcément la distinction entre la puissance de calcul du PC, du moins du processeur ou de la carte graphique. Ils ont mis la partie IA, ce qu'ils ont appelé machine learning. Hein. C'est clairement de l'IA, de la manière dont ils le brandent. Après, il y a tout ce qui est interconnexion. Donc là, ils ont voulu regrouper tout ce qui est technologie sans fil avec la partie Wi-Fi. On prend par exemple Wi-Fi Map, qui est une application sur téléphone qui vous permet d'accéder à des Wi-Fi un peu de partout dans le monde. Ils ont un modèle d'abonnement qui marche plus ou moins bien. Et en fait, la problématique de ces secteurs-là, on a tendance à pas trop en parler. C'est que par exemple, si on prend le cas du Wi-Fi, les gens qui téléchargent ce genre d'application, c'est des gens qui n'ont jamais envie de payer en fait. Donc le modèle économique est très très dur en fait à trouver sur ces applis-là. Après, si on prend le cas de la 5G, en France, il y a plein de zones blanches, il y a plein de zones où vous avez en fait pas de connexion Internet, soit correcte, soit pas de connexion Internet du tout, alors que le gouvernement est payé pour que ça soit fibré de partout, mais bon, ça c'est une autre problématique. Et donc aujourd'hui, les opérateurs n'ont aucun intérêt à aller déployer des bornes 5G ou même des bornes 4G dans des endroits où il y a peu d'habitants, alors pourtant il y a un besoin derrière. Et donc, les projets de la DeepPine sur le 5G veulent demander aux utilisateurs qui le souhaitent de déployer des antennes, de les accrocher sur le réseau et de proposer comme ça une couverture qui soit la plus importante possible. Et donc, quand vous allez arriver avec votre opérateur, bah, vous aurez de la connexion alors que ce n'est pas lui qui fournit le tuyau, si on veut parler de manière assez simple. La problématique qu'ils rencontrent sur ce secteur-là, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, le prix des forfaits mobiles dans le monde avec la eSIM est devenu vraiment à un bas coût. C'est vraiment cheap en termes de prix. Et donc, c'est compliqué, pareil, de trouver un vrai modèle économique. Après, il y a le LoRaWAN. Ce qu'on entend dans le LoRaWAN, c'est tout ce qui est interconnexion de tout ce qui est objet connecté à travers soit des sites industriels, soit si vous allez dans certains pays d'Asie, vous pouvez voir des robots qui vont déplacer de la bouffe dans les rues de manière totalement autonome et autre. Et donc, il faut qu'ils aient de la connexion, qu'ils puissent échanger avec des informations un peu de partout pour savoir où ils en sont, pour savoir comment ça marche.
Et donc, c'est la partie qui marche le mieux. Sauf que le problème, c'est qu'il y a peu de réseaux aujourd'hui à IoT qui fonctionnent bien de manière décentralisée. Donc, si vous regardez un petit peu les stats d'Helium, qui est aujourd'hui le leader dans ce secteur-là de la 5G, du LoRaWAN, ça fait très longtemps qu'ils sont là, qu'ils proposent des antennes que vous pouvez installer, vous pouvez gagner du HNT comme ça. L'utilisation du réseau, elle est quand même assez faible et en fonction des zones où vous êtes, le maillage sera plus ou moins important. Ça évolue, ça prend du temps parce que la problématique principale de la DeepMind, c'est qu'il faut des infrastructures puissantes pour attirer du monde. Plus vous allez avoir de monde, plus vous allez avoir de personnes qui vont vouloir déployer des infrastructures puissantes pour pouvoir gagner, plus ça va faire une incitation à acheter du token. Parce que le token, on l'utilise pour payer les frais pour accéder aux plateformes. Donc, c'est une boucle en fait infernale. Si on n'arrive pas à la débuter, elle part jamais. Mais si une fois qu'elle est lancée, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour la plupart de ces projets, la problématique est que le token qu'ils vont utiliser, c'est un token qui sert uniquement à payer l'utilisation de la plateforme. Il n'a pas d'autre utilité. Donc, des fois, c'est un peu compliqué en termes d'évolution du prix. Après, si on prend la partie stockage de fichiers, donc le file storage, c'est une thématique qui existe déjà depuis 7 ans, 8 ans déjà. Vous prenez Filecoin, qui est aujourd'hui l'élément le plus important dedans, mais il y a des concurrents qui sont très intéressants aussi parce qu'ils ont une autre approche de ce secteur-là, comme SIA, Storj ou encore Arweave. Là, ce que vous voyez, le petit logo de chez Binance, c'est le Greenfield. Le Greenfield, c'est un peu comme ce que peut proposer Celestia. Vraiment, si je simplifie, c'est la couche Data Availability. C'est une couche très basse dans l'infrastructure blockchain. Et aujourd'hui, on a besoin de stocker des informations de manière décentralisée. Sauf que initialement, la blockchain n'a pas été conçue pour stocker un grand nombre d'informations. Donc, eux, ils essaient de résoudre un peu cette problématique-là. On en a besoin pour, par exemple, stocker les carnets d'ordre sur les plateformes décentralisées. Une des pensées. Après, on a la dernière catégorie qui est la partie sensor, qui est une partie, moi, qui m'intrigue énormément parce que les projets qui sont dedans, si on prend par exemple la partie environnementale, on a besoin de collecter plus de données météo. On a besoin de faire fonctionner ces algorithmes qui vont donner des tendances sur l'évolution de la météo dans certaines zones. Donc, on va avoir besoin de puissance de calcul. Donc, on se rattache au Compute Networks. Et ces informations météo, elles vont servir aux assurances qui vont couvrir les parcelles de terre. Elles vont servir aux paysans qui vont avoir leur culture. Et potentiellement également identifier les différentes évolutions du réchauffement climatique. Mais ça, c'est qu'un des éléments. Après, il y a la partie, ce qu'ils appellent Smart City, c'est tout ce qui est villes qui sont connectées. Et là, le premier projet qui ressemble à un rond avec un signal de son, c'est Silencio, celui-là. Et leur objectif, c'est une appli que vous pouvez installer sur votre téléphone. Ça vous permet de mesurer la pollution sonore que vous avez autour de vous. Et en fait, ces données, elles vont être collectées et vous allez recevoir des points. Le problème de la plupart des projets aujourd'hui dans le secteur du sensor, c'est que c'est un système de points. Il n'y a pas de vraie rémunération parce que le modèle économique, il faut aller trouver des grandes boîtes qui achètent les données, mais il faut déjà avoir assez de données pour pouvoir leur vendre pour que ça soit assez intéressant. Et après, si on prend la partie mapping, aujourd'hui, Google est obligé d'envoyer des voitures en permanence pour essayer de cartographier au mieux. Sauf que tous les jours, on a des milliards d'utilisateurs sur tête qui utilisent leur voiture. Donc là, si tu prends le premier logo sur la gauche dans Mapping, c'est Hive Mapper. C'est une petite caméra que vous allez poser sur à l'intérieur de votre véhicule, un peu comme une dashcam, comme on voit beaucoup en Russie avec des vidéos qui sont très drôles. Ça va filmer au fur et à mesure, ça va prendre des photos, ça va l'envoyer, ça va être traité par une IA. Et plus vous allez collecter de données, plus vous allez être récompensé. Donc, si vous êtes quelqu'un qui roule énormément, ça peut être un moyen, par exemple, de pallier à vos frais de voiture si vous allez au travail tous les matins et que vous rentrez le soir avec. Et ces données-là, c'est pareil, les constructeurs en ont besoin pour faire des voitures autonomes, pour voir l'état des routes, ça c'est plutôt les états, pour détecter un peu certaines tendances et comportements et autres. Il y a des acheteurs en face de ces modèles de données. Mais on n'en est qu'au tout début. C'est aujourd'hui des boîtiers qui coûtent assez cher. En général, c'est plusieurs centaines d'euros pour pouvoir poser ce boîtier dans votre véhicule. Et les rémunérations, elles sont très faibles. Mais on commence doucement à se développer. Et ça, pour moi, il n'y a même pas toutes les catégories de la DeepMind en fait dedans. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on peut retrouver dedans. Et ces choses qui évoluent en permanence. Et plus on a des sociétés qui vont être connectées, plus on aura besoin de ces éléments-là. Ah, on t'a perdu au niveau du son. Tu as coupé ton micro, Thibaut. Ah, ouais, pardon, j'avais coupé mon micro tout à l'heure. On va regarder s'il y a quelques questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure.
Tiens, Versus qui dit le problème de la GameFi pour les joueurs, c'est le côté régulation et imposition. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a un gros problème aussi avec la GameFi qu'on avait évoqué avec Théo, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les boîtes, elles n'ont pas vraiment d'incitation à créer un truc qui va être quali parce que déjà, pour créer un projet qui va perdurer avec le temps, c'est hyper dur. Quand tu regardes le nombre de jeux qui existent et le nombre de jeux qui ont pu avoir, on va dire, une durée de vie qui est supérieure à 10 ans, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme en crypto. Quoi. C'est un Et peu puis, comme. Ils ont dû faire des évolutions qui étaient majeures. Et il y en a où ils sont foirés, où ils ont laissé de l'argent sur la table. Ouais, mais t'en as surtout, en fait, globalement, où les mecs, ils créent une hype, surtout en crypto, je parle. Hein. Ils n'ont pas une incitation à développer un truc sur le long terme parce qu'ils récupèrent des sommes d'argent qui sont super importantes dès le début via leur levée de fonds ou via même leur token parce qu'il y a toujours une allocation importante pour eux. Donc, il y a une hype en crypto avec un projet qui se développe. Les mecs, qui repartent avec 100 millions de dollars. À quel moment ils vont aller se faire chier à développer le jeu, en fait? Ils profitent de la hype, ils récupèrent leur cash. Il aurait fallu peut-être 30 ans ou 40 ans pour développer un truc qui serait aussi quali pour récupérer une somme d'argent aussi importante. Les mecs, ils font ça en 1 an et demi, 2 ans. Ils te sortent un truc qui est à moitié éclaté au sol, comme certains NFT qu'on avait montré, tu sais, le Pixelmon, là, c'était hyper drôle. Les mecs, ils avaient sorti ce truc-là, là, avec des trucs éclatés au sol. Non, mais eux, ils ont tapé sur l'aspect marketing où ils te faisaient un marketing qui était assez joli avec des espèces de dragons et autres. Et les premiers NFT qui sont sortis, ils ont dit, mais c'est qui? C'est un graphiste de 5 ans en fait qui a fait les dessins. Et ça a fait le buzz. Est-ce que tu as les photos? Parce que franchement, ça vaut le coup. Je vais les montrer. Elles étaient ignobles. Regarde. Attends, je sais pas si tu peux montrer le avant. Ça, c'est ce qui est réellement sorti. Vous voyez, cette espèce de d'ogre dégueu. Il y avait aussi le singe. Le singe, il était immonde. Là, le singe. Voilà. Vous voyez. Alors qu'en fait, ce qu'ils avaient brandé. Je sais pas si j'arrive à retrouver le truc du branding. Alors, je vais mettre mais Pixelmon Dragon. Ça se voulait être le Pokémon de la crypto. Hein. C'est vraiment, ils avaient brandé ça. Ah, ils avaient fait un truc comme ça, quoi. Non. Non, ça c'est Pokémon. C'est la deuxième image que tu avais. La deuxième image. Pas celle-là. La deuxième. Celle-là, ouais. Voilà, c'était censé être des choses comme ça, en fait. Même c'était même un peu mieux designé de mémoire. Voilà, c'était censé être des dragons. C'était censé être un truc. Un truc quali, quoi, un peu plus quali. En fait, quoi. Ils ont fait des bouses vertes. Et il y a eu des exemples. Il y a eu une quantité d'exemplaires qui était astronomique en bouse verte, plus quelques singes tout pourris. Et ça, c'est hyper drôle. Il n'y avait aucun Pixelmon qui était correct, en fait. Tous ceux qui avaient acheté un œuf. Voilà, et ça, l'espèce de. Là, ce truc. C'était hyper drôle. Mais en fait, c'est ça le problème avec la GameFi, c'est que des fois, alors aujourd'hui, en plus, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur des plateformes comme Fiverr et déléguer la création de votre jeu de A à Z avec un truc qui va être fonctionnel et quali. Hein. J'en avais parlé avec la vidéo sur Théo où je parlais de la GameFi. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez développer un jeu comme ça rapidement avec une tokenomics, tout ce qui s'ensuit. Pour 600 balles, vous pouvez lancer un jeu qui ne va pas ressembler à cette merde, hein, mais qui va être vraiment quand même assez qualitatif et fonctionnel. Et donc rapidement, si vous êtes dans le bon endroit au bon moment, il suffit que votre projet ait le vent en poupe à un moment donné, c'est bon, vous faites pas mal d'argent, vous récupérez très largement vos 600 balles, mais vous n'avez pas d'intérêt à le développer. Et c'est ça un peu le problème qu'on retrouve en crypto, c'est que vous avez des personnes qui arrivent, lancent un projet, il y a une hype à un moment donné, ils récupèrent leur cash, ils se barrent, et puis c'est tout, quoi. Donc, c'est l'intérêt économique sur le long terme. C'est le modèle économique sur le long terme qui, en général, qui est assez foireux. Et Benjamin qui dit, génial, ne jamais jeter le moche à la poubelle, ça se vendra toujours. Alors, vu ce qui s'est passé avec Pixelmon, je pense qu'il valait mieux le jeter à la poêle. Il valait mieux le burn, ne serait-ce que par principe, en fait. Par acte de charité. Le truc, à un moment donné, il valait quand même pas mal d'argent parce qu'il y avait une hype, justement, sur ce truc-là. Ça avait fait le buzz. Et tout le monde voulait s'acheter le vieux singe éclaté au sol moche, là. Et donc, c'est un peu comme les Bored Ape où il y a eu une hype. Bon, là, maintenant, il faudrait regarder le cours, mais à mon avis, il est éclaté au sol, le truc. Il vaut plus rien. Mais tu vois, c'était marrant, en fait, parce qu'il y avait une sorte de hype qui allait dessus, parce qu'au final, ça a fait rire la communauté, un peu comme les mèmes. Tu vois, ça s'est lancé comme quelque chose de viral. Et moi, quand j'ai vu le truc sortir, je t'avoue que j'étais mort de rire. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, c'est quoi ce jeu, quoi, putain. En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils ont fait du marketing, un branding de fou pendant des mois. Ils ont teasé le truc. Il y a eu des problèmes avec les œufs, les premiers œufs qui ont essayé d'être mintés et tout. Et au moment où c'est sorti, ça a fait un flop. Mais je pense que personne ne s'attendait à une catastrophe à ce point-là. C'est de se dire, les mecs, ils passent 6 mois à faire du marketing à fond et ils passent 2 jours à développer ça, tu vois. Ouais, le truc en bas à gauche. Non, mais le en bas à gauche, mec, pour moi, c'est l'un des. Ils ont levé 70 millions de dollars.
70 Non, mais millions de dollars et les mecs, ils t'ont sorti un truc pareil, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est que les gars, tu dis, mais putain. Et en fait, aucun scrupule. tu pouvais Non, mais en minter fait, tes trucs en amont. Et les gars, quand ils ont pu récupérer leurs trucs qu'ils avaient minté pendant l'ICO, quand ils ont vu le jeu, ils ont fait, mais putain, c'est quoi ce truc? Oh là là. mais en fait, ce qui est fou, c'est que même tes développeurs derrière le projet ou autre, mais à quel moment tu as plus de scrupules, tu vois, pour sortir un truc pareil? Les mecs, ils s'en foutent. Tu Et de te toute dis, tu façon, vas être la risée en fait de la crypto pendant les 10 prochaines années avec un ils truc s'en pareil. foutent. Les mecs, ils ont pas de race, ils montent pas leur tête, ils ont des pseudos, ils lancent le truc, ils font de la caillasse, ils se barrent, terminé. Puis ils relancent un autre projet sous un autre pseudo, c'est tout. Globalement, c'est ce qui se Ah, passe. mais Hein. Les rug c'est pools, fou. c'est Mais ça. oui, Hein. c'était vraiment brandé en mode le futur Pokémon et autres, ça va révolutionner. Et... Moi, je trouve c'est hyper pour ça que moi, drôle. quand les gens ils me disent, ouais, j'investis sur le papier parce que l'idée elle est géniale, parce que les photos elles sont bien, je dis, les gars, attendez d'avoir un MVP, hein. Attendez d'avoir le projet qui sorte. Et là, Ouais. vous pouvez commencer, quitte à rater un petit peu la hype du début. Mais au moins, vous éviterez de vous retrouver des trucs pareils. Non, mais Mec, regarde ça. je crois qu'il y a le cactus derrière. On dirait un peu le cactus de Plante vs Zombie. Ça, pareil, c'est jeu Ouais, sympa. Le PVZ en ligne. C'était pas mal, ça. Putain, regarde les autres trucs. C'est hyper drôle. Moi, je trouve ça vraiment hyper drôle. Ouais, en fait, c'est drôle quand t'as pas acheté. Quand on n'a pas acheté. Quand t'as pas investi. C'est drôle. Mais ouais, mais après. Quand c'est toi qui as ça en portefeuille, je pense qu'au début, tu te mets à pleurer. Le premier jour où ça sort, t'as la petite larme qui coule là le long. Et tu te dis, mais comment j'ai pu me faire avoir à ce point-là, tu vois. Putain, regarde. Et c'est littéralement ça. Ils ont demandé à un gamin de T'as 5 ans Magmar. en fait. Magmar et t'as ton autre truc. Ouais, le designer, ils n'ont pas dû le payer très cher. Hein, pour le coup, ça n'a pas dû coûter trop cher en design. Benjamin qui dit, tu crées la même compagnie avec le meilleur du pire même coin, plus même NFT, plus même game. Mais c'est sûr qu'il y a un marché. Hein. C'est sûr qu'il y a un marché. Regarde les CryptoPunks. Franchement, c'est dégueulasse comme truc. C'est pourri, c'est pas beau et tout. Pourtant, c'est une valeur qui est énorme. Mais c'est juste qu'elle a été les premiers aussi à lancer le truc. Il y a une valeur, je pense, un peu sentimentale dans l'aspect crypto qui représente le lancement des premières NFT et tout. Mais globalement, après, ça a été répliqué de partout. Tu vois, avec un gars qui va te dire, tiens, aujourd'hui, les CryptoPunks, c'est un gars avec une clope dans le bec, un chapeau, une dent comme ça. Ils t'ont sorti les crypto-crevettes avec des trucs, genre une crevette avec un chapeau, avec une canne. Genre, putain. Il y a les oiseaux aussi après derrière. Il y a eu, les espèces de chouettes là. Où ça faisait le buzz à un moment pareil avec des œufs et tout. Mais je fais, mais les gars, mais vous n'avez pas pris en fait de ce qui s'est passé. Ou les trucs comme ça qui sont un peu foireux avec des œufs et autres, mais les gars, évitez, arrêtez de spéculer sur ça. Ou prenez, je sais pas, payez avec un même coin, et comme ça, vous avez un deuxième même coin. Et puis si vous avez la chance, ça marche pas. Au pire, c'est pas grave, vous aurez rien perdu en fait. Mais là, on va en avoir d'autres hein, sur ce bull Les run. gens, ils spéculent que sur ça. Non, mais t'as des débutants, ils arrivent sur le marché, ils comprennent rien. Ils regardent une vidéo, ils font, ah bah ouais, mais je vais acheter ça en fait. Ça, c'est l'avenir, c'est obligé. Tu mon gars, mais. Alors, déjà, je crois que pour Pixelmon, en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait même pas eu d'alpha ou bêta. Quoi. Genre, ils ont direct lancé le mainnet. En bull run, ils ont lancé le mainnet. Le truc qui était éclaté au sol, ça marchait même pas, c'était même pas marrant. Ils ont essayé de faire un Pokémon mixé avec Minecraft, mais le truc, il était éclaté au sol. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, les jeux, faire vraiment attention entre ce qu'ils vont vous mettre sur le papier et la pratique. Et souvent, quand on lance un jeu vraiment qui est quali, souvent, et ça met des années quand même pour le développer, on va lancer une proof of concept rapidement pour voir si ça prend, si ça marche et si ça prend et si ça mord. Après, on améliore. Mais surtout, il y a des alphas, il y a des bêtas, on corrige les bugs, on améliore et tout. Et les jeux qui se veulent sérieux, ils fonctionnent comme ça. Un jeu qui fait lever de fonds net, ça pue la merde. Déjà, mais ils sont obligés. Tu peux pas passer de rien à un mainnet où les mecs ils vont arriver, ils vont traverser la map parce que des bugs, ils vont toujours en trouver en fait. Entre ce que les développeurs conceptualisent, ce qui est réellement attendu par le marché. Et j'avais un prof qui disait ça pour les cours de développement. Il disait, pensez que vos utilisateurs, c'est des singes. C'est-à-dire qu'ils vont arriver sur le clavier, ils vont appuyer sur toutes les touches en même temps, ils vont sauter comme ça sur le clavier. Et si votre logiciel passe ce test-là, c'est qu'il est bien développé. S'il y a un bug, c'est que c'est de votre faute, vous avez mal développé. C'est pas que les utilisateurs sont des singes. Alors c'est littéralement ça. C'est les mecs qui vont arriver, ils vont faire ça. Et tu le vois, il y a des gars qui ont trouvé des bugs dans des jeux. Tu te dis, mais à quel moment t'en es arrivé là? Le mec, il trouvait un clic long, un clic rapide. Après, il appuyait sur une touche. Après, il se déplaçait, il appuyait sur un clic long. Et ça faisait une espèce de bug mémoire. Et le truc, ça partait, ça envoyait double sorte. Tu fais, mais. Ouais. Mais tu avais une vidéo aussi comme ça. C'était en mode. Un développeur, c'était ce pourquoi il a été fait. Et donc,
tu vois, genre, un carré, tu vois, avec un trou. Donc, tu prends le carré, tu le mets dans le carré. Tu vois le cercle, tu le mets dans le cercle et tout. Et c'est ce pourquoi le site a été créé et ce pourquoi le développeur s'est cassé la tête pour créer ce projet-là, tu vois. Et après, c'est comment les utilisateurs l'utilisent. Alors, tu vois que l'utilisateur, il prend le carré, il commence à se rapprocher du carré, puis après, il arrive vers le triangle, il essaie de faire passer le carré sur le triangle, et après, il prend un marteau, il tape, il prend le marteau, il bourrine le truc, et tu fais putain, frérot, pourquoi tu fais ça, tu vois. Et des fois, c'est Mais c'est carrément ça. ça. Hein. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, comme tu dis, c'est indispensable en fait d'avoir différentes phases de test pour évoluer. Mais même dans les projets crypto, tu vois qu'Ethereum, quand ils passent une nouvelle mise à jour, ils la balancent sur des trucs de test avant de la passer. Et il y a 20 corrections avant que ça soit passé en mainnet. Mm. Versus qui dit si Clash of Clans devenait crypto, je pense qu'il perdrait des joueurs à cause du risque d'imposition. Alors, c'est vrai que Les gens l'imposition, s'en ça peut foutent de poser des l'imposition. problèmes. Mais après. Non, mais dans la réalité, en France, seuls ceux qui ont investi des sommes qui sont un peu importantes font attention à ce genre de choses. Même si tout le monde devrait y faire attention. Mais la plupart des mecs qui sont sur Clash of Clans, qui prennent la carte de leurs parents pour acheter un skin ou autre, ils n'en ont rien tapé en fait. Ils vont faire de l'argent, ils vont dire personne ne le sait, ils vont le déplacer et puis c'est parti. Moi, je pense que c'est pas ça. S'ils lancent un truc, ils n'auront pas vocation à faire quelque chose qui va concurrencer leur business model actuel. Ce serait d'aller chercher d'autres parts de marché, en fait. Parce que s'il faut un truc qui cannibalise leur business actuel, en fait, ils se tirent une balle dans le pied. L'idée, c'est d'aller chercher des joueurs qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir autrement. Il y aura peut-être des gens et des joueurs qu'ils ont aujourd'hui qui vont décider d'aller aussi sur les autres trucs. Et puis, inversement, des gens qui sont sur les nouveaux, qui ont peut-être allé sur l'ancien. Donc, c'est d'aller chercher les nouvelles parts de marché. Et aujourd'hui, ils ont clairement une avance considérable sur la plupart des autres jeux mobiles parce que je crois, leur chaîne YouTube, il y a plus de 12 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube et tout. Bah ouais. Ouais. Mais le système des gemmes, le système de rémunération, tout ce qu'ils ont fait, c'est Clash of Clans, en fait, globalement, qui a lancé ce truc-là. Et après, ça a été récupéré de partout, mais les autres ont récupéré des clopinettes. Donc, c'est le principe du freemium. Hein. Tu attires les gens par un jeu qui est gratuit et puis tu vas les upsell sur tas de choses derrière. C'est clair.